Quand on est en saut droit, on voit l'eau arriver tout le long. Et au dernier moment, bam, concentré sur l'impact. J'ai commencé à faire des vidéos tous les week-ends. Et en 2022, j'ai pris 100 000 abonnés. Et j'ai tout le temps peur avant de sauter. Mais c'est pas une peur qui me paralyse. Moi, sur des sauts à 30 mètres, sur les cailloux, c'est pas juste un tibia péroné que je vais me péter. C'est je vais mourir, tout simplement. Je risque ma vie pour des vues, c'est vrai. Si je me blesse gravement, ça pourrait s'arrêter à tout moment. Le but, c'est d'arriver à apprivoiser ce danger et de le réduire au minimum. Jérémy Nicolin, bonjour. Salut Antoine. Jérémy, merci de nous accueillir chez toi à Saint-Claude, dans le département du Jura. On est très heureux de te rencontrer ici, à la Cascade des Combes, un site naturel magnifique et aussi un endroit qui te définit un petit peu. Car toi, Jérémy, tu as 34 ans, tu es jurassien, tu viens d'ici et ta passion est devenue ton métier depuis quelques années. Là, tu es cliff jumper, c'est-à-dire que tu sautes dans l'eau depuis des falaises, des rochers, des canyons, des ponts et récemment une montgolfière et tout ce qui peut être en hauteur. Ton quotidien, toi, tu le partages sur tes réseaux sociaux, tes vidéos font des millions de vues et tu as un objectif, c'est battre le record du monde avec un saut de 60 mètres. C'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui avec toi, du cliff jumping évidemment, de ta vie, mais aussi de ton parcours, puisque tu es un ancien athlète de haut niveau, 5 fois champion de France de lancer de javelot. La première question que j'ai envie de te poser, on voit la super cascade derrière nous. Ouais. Est-ce que toi, tu nous as donné rendez-vous ici, c'est un lieu où tu as déjà sauté ici? Bah ouais, carrément, ici c'est un lieu où on peut sauter à plein de hauteur. À la mi-hauteur de la cascade, il y a 5 mètres à peu près. Sur le pilier bien vert, là, il y a 10 mètres et on peut encore faire 15 mètres et 23 mètres un peu plus haut. Il n'y a pas énormément de fond, donc ça demande un peu d'expérience aussi, mais ouais, c'est un spot où on vient très souvent. Par contre, l'eau est super froide. Bah ouais. Donc ouais, ça veut dire quelque chose pour toi d'être ici. Quand on suit tes aventures, on te voit sauter à 20 mètres, à 30 mètres de haut. Tu entres dans l'eau aussi à une vitesse folle, des fois à plus de 100 km/h, et tu restes dans les airs quelques secondes, un peu en chute libre. On dit souvent que voler, c'est un peu le rêve de l'homme. Première question, dis-nous ce que tu ressens, toi, durant ce petit laps de temps. Est-ce que c'est de l'adrénaline, est-ce que c'est de l'excitation? À quoi on pense ou est-ce qu'au contraire, c'est terrifiant? Bah, pendant qu'on est dans le saut, on est vraiment ultra concentré. L'adrénaline peut venir avant le saut, mais aussi surtout après, une fois que c'est réussi. Et en l'air, on est vraiment concentré et des fois, on a l'impression de vivre le saut un peu au ralenti. On a l'impression de pouvoir appeler quelqu'un en l'air, de pouvoir se poser des questions existentielles. Ça dépend ce qu'on fait aussi. Ça t'est déjà arrivé, toi, ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Et quand on fait des figures, on est plus concentré sur le timing de relancer le salto si on en fait deux, prendre la visu sur l'eau pendant qu'on est en l'air pour savoir où on en est. Alors que quand on est en saut droit, on voit l'eau arriver tout le long. Et là, on est vraiment concentré en l'air à kiffer. Et au dernier moment, bam, concentré sur l'impact pour être solide et pas se faire monter en l'air par l'eau, quoi. Et sauter dans le vide, c'est quand même pas naturel. Toi, il me semble que tu as fait tes premiers sauts dans l'eau tout petit à la piscine du Martinet, ici à Saint-Claude. Là, c'était en piscine. Est-ce que tu te souviens déjà de cette époque? Ouais, carrément. Bah, je me souviens de mon père qui me prenait au bord de l'eau, il me jetait en l'air et il me poussait. Et moi, j'en redemandais, je pouvais faire ça pendant 1 heure. Bon, lui, il en avait vite marre. Mais pendant quelques minutes, c'était déjà top. Puis après, en grandissant, on allait sur les plongeoires. Et puis ensuite, dans les canyons du Jura, au lac de Vouglan, pour monter de plus en plus haut. Ton premier site de cliff jump, autre que dans une piscine, est-ce que tu t'en souviens? Ouais, ben, mon père nous a emmenés, moi je devais avoir 7 ans, la première fois, dans le canyon du Gros Dard, qui est en dessous de la cascade de la Queue de Cheval. C'est à 10 minutes à pied de la maison, au-dessus de Saint-Claude. Et on était allé avec mon frère aussi. Et ben là, le but, c'était de suivre mon père et de sauter là où il sautait. Et vu que j'y arrivais bien, ben, il m'a vite laissé sauter à 8-10 mètres, des plus hauts sauts du canyon. Et moi, j'ai tout de suite adoré. Et du coup, j'ai grandi en sautant dans des endroits où il faut un peu viser aussi. Et je pense que ça a conduit un peu mon style d'aujourd'hui où je fais pas mal de sauts comme ça, de précision. On en reviendra sur ton style d'aujourd'hui, mais moi, ce que je comprends, c'est que tu as eu la chance aussi d'avoir un papa très sportif. Ouais, exactement. Ouais. J'ai toute une famille très sportive. Ouais. Mon père et ma mère faisaient du saut en hauteur à haut niveau. Ils ont entraîné le club d'athlètes quasi toute leur vie. Mon père entraîne toujours. On faisait du ski l'hiver, des randonnées, du vélo l'été, de la baignade et des canyons comme ça. Pas des canyons techniques, mais des endroits où on peut sauter par-ci par-là. Toi, qu'est-ce que tu aimais dans la façon dans le cliff jumping quand tu étais enfant? C'est quoi qui t'a fait accrocher et qui t'a fait continuer?
Bah déjà, on était dehors, dans des endroits qui sont beaux. Et moi, c'est surtout à cette époque-là, et même maintenant, ce challenge de pouvoir repousser ses limites, d'avoir finalement, tu as un problème devant toi à résoudre. Et donc une hauteur, peut-être un gap, donc un saut en longueur à faire pour atterrir dans l'eau, peut-être une zone d'atterrissage précise, et est-ce que tu fais après une figure ou pas en l'air. Et donc tu mets toutes ces variables en compte. Ça peut même être aussi le point d'impulsion glissant, pas glissant, en dévers, droit, en montée. Beaucoup de paramètres, ouais. Et donc tous ces paramètres, toutes ces variables, tu les mets tout ensemble et tu essayes de trouver la solution au problème. Ça fait qu'il y a un challenge. Et en plus, c'est un challenge un peu dangereux. Donc tu as cette adrénaline qui rentre en compte. Et moi, j'ai toujours adoré ça, tous les sports extrêmes en fait même. Ouais, parce que j'ai dit dangereux avec un petit sourire, mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça, ouais. Bah après, le but c'est d'arriver à apprivoiser ce danger et de le réduire au minimum. Et c'est quand tu résous un problème que tu réduis ce danger au minimum. Et c'est là que tu peux être capable de te dire j'ai peur, mais je peux y aller parce que je suis sûr de moi. J'ai mis toutes les variables de côté, je les maîtrise au maximum. On est en nature, donc il y a toujours un risque. Et c'est parce qu'il y a ce risque qu'on a peur, qu'on est concentré et qu'on a aussi ce plaisir d'avoir relevé le challenge à la fin et cette dose d'adrénaline. Ouais, donc déjà petit, tu maîtrisais tous ces paramètres. Pourtant, tu te dis pas à 8 ans, j'ai envie d'être cliff jumper professionnel. Tu te tournes vers d'autres sports, je crois, le basket et le lancer de javelot. C'est ça? Exactement. Quand j'étais au lycée, c'était plus, je faisais plein de trucs. Je faisais de l'athlé, je faisais du ski l'hiver, les canyons l'été, le cliff jump. Ça faisait un touche à tout, quoi. Ouais, je fais du vélo. Moi, j'aimais les sensations, donc j'allais avec mon meilleur pote Charlie Vuittan qui est de Avignon, au-dessus de Saint-Claude, et moi à Chaumont. Et le but, c'était de trouver tous les spots de la région pour aller sauter. On faisait du vélo ensemble, du ski l'hiver ensemble, et à deux, comme ça, on repoussait nos limites. Et en plus de ça, tu as atteint un très bon niveau au lancer de javelot, parce que tu as été 5 fois champion de France, et tu rêvais même de participer aux Jeux Olympiques 2020, c'est ça? Ouais, exactement. Après, arrivé à la fac, donc je suis allé à Dijon, j'ai fait une licence TAPS en entraînement. Là, j'ai commencé d'année en année à m'entraîner un peu plus sérieusement en javelot. Je fais 4 ans à Dijon et en 2013, fin 2013, en septembre 2013, je bouge à Strasbourg, j'intègre le pôle d'Alsace et je m'entraîne avec Jacques Danaï qui est le manager national des lancers. Et là, c'est là que j'entre dans une démarche vraiment plus pro en athlé où je commence à faire plus de sacrifices pour ça. Et c'est là que j'ai pu enchaîner à partir de 2014 plusieurs titres de champion de France et plusieurs podiums au championnat de France et même des médailles internationales. Et malheureusement pour toi, les JO, ça l'a pas fait. Notamment, tu l'as dit, à cause des blessures. Et tu as fait aussi le choix de partir dans une autre voie. Ouais, c'est ça. J'ai eu en 8 ans, j'ai eu 8 opérations. Entre le genou, le coude, l'épaule. Donc j'ai été coupé pas mal de fois dans mon élan de progression. Et arrivé un moment, j'avais entre 2016 et 2020, je progressais physiquement, je m'entraînais super dur, je gagnais en puissance, en souplesse, je travaillais techniquement, mais mon corps ne me permettait plus d'exprimer toute cette puissance sur le geste technique du javelot. Donc à 30 ans, j'ai fait un entretien pour être chef de produit pour une marque qui fait des lunettes de sport à la vue. Mais j'y suis allé, j'ai défendu mon truc et surprise, ils me prennent. Donc là, ça n'a pas pris longtemps. J'ai appelé mon père, mon coach, mon ostéo aussi avec qui je travaillais en centre de cryothérapie corps entier, en parallèle de mes entraînements. Et j'aurais dit, voilà, là j'ai une opportunité de travail. Là, on sait très bien qu'avec toutes ces blessures, je ne pourrais plus battre mon record. Ça actionne plus comme avant. Je pouvais continuer à faire des podiums au championnat de France, mais moi, ça, je connaissais déjà. Je voulais l'étape au-dessus. Donc, hop, on arrête tout. Et j'attaque ce job un mois après. Et le point positif, c'est que ça t'a permis, je suppose, quand tu étais vraiment objectif javelot, moins de cliff jump, là, ça t'a permis de revenir à plein d'autres sports de sensation. Bah ouais, en fait, du coup, j'étais basé à Lyon, parce que la boîte est là-bas. Et Lyon, c'est quand même un bon point central pour tout ce qui est ski l'hiver et cliff jump, aller dans le sud, dans le Jura, dans les Alpes l'été. Donc en fait, en 3 ans passés à Lyon, j'ai dû passer 3 week-ends à Lyon. Tout le reste du temps, j'allais skier dans les Alpes l'hiver, j'allais dans le sud, dans le Jura, sauter l'été. Et toutes mes vacances,
Et je les utilisais pour voyager avec mes potes, aller faire du cliff et kiffer, faire des vidéos. Donc du coup, c'était... Et comme j'avais plus attelé, j'avais plus de sacrifices à faire. Donc tous ces sports, je pouvais de nouveau me lâcher et les pousser. Et finalement, je retrouvais ce que j'avais plus en attelé à la fin, le fait de pouvoir être à 100% et de repousser mes limites. Parce que j'étais bridé sur ma fin de carrière d'athlète. Ouais. C'est à quel moment tu dis je saute depuis que je suis petit? À partir de quand je me dis tiens, je vais filmer ça, je vais le mettre sur les réseaux? Comment ça t'est venu cette idée? En fait, dès que j'étais au lycée, il y a Facebook qui est apparu, ça devait être quand j'étais en première ou terminale. Et avec mon pote Charlie, on filmait déjà nos exploits en cliff jump, en vélo, en ski. J'ai toujours fait des vidéos, toujours posté. Bon, ça a été beaucoup moins quali qu'aujourd'hui, mais il y a toujours eu ça. Et pourquoi? Pour garder une trace ou pour montrer aux gens? Ouais, pour partager tout ça, pour kiffer, peut-être pour se saucer un peu aussi, tu vois, forcément. Il y a tout le temps un petit côté narcissique quand tu te mets en scène, que ce soit à la télé, sur les réseaux ou autre, forcément. Mais il y a aussi ce côté où on veut partager et avoir des souvenirs. Et même quand je faisais de l'athlé, j'étais assez pro là-dessus. J'essayais de faire du contenu de mes entraînements, des photos. Je m'étais acheté un appareil parce que si tu veux attirer des sponsors, il faut avoir de la visibilité et il faut que ça soit quali. Donc j'ai pu continuer à m'entraîner à ça en athlé. Et en fait, quand j'ai arrêté l'athlé et que j'ai pris mon taf, j'ai commencé à faire des vidéos tous les week-ends et à les partager. Petit à petit, il y en a qui ont percé. Et en 2022, j'ai pris 100 000 abonnés sur Instagram, alors que quand j'ai arrêté l'athlé, j'en avais 3 000. Ouais. Et 2023, j'en prends 150 000 de plus. Je crois 200 000 de plus en 2024. Et là, ça continue de monter. Et quand on voit tout ça, cette montée, ça fait quoi? On est tout excité, je suppose. Tu dis, oh. Du coup, c'est quand même du travail de faire tout ça. Donc, c'est gratifiant de voir que, en fait, ça intéresse des gens, ça marche. Donc, tu as envie de continuer et d'explorer encore plus la planète à la recherche de spots de plus en plus beaux, parce que c'est ça qui fait kiffer les gens, c'est que tu leur fais découvrir des endroits d'une manière qu'ils n'ont pas l'habitude. Et en plus, c'est impressionnant parce que moi, je les embarque dans mes sauts avec la caméra dans la bouche ou une caméra qui tombe à côté de moi. Donc, ils ont l'impression de vivre le truc. Et le cliff jump, c'est un peu un sport que, en fait, tout le monde peut s'imaginer, parce que tout le monde a déjà sauté d'un plot de piscine à 1 mètre ou d'une petite falaise en vacances ou d'un plongeoir. Donc, les gens, à leur niveau, ils ont ressenti cette adrénaline. Et du coup, quand je les embarque dans des sauts à 30 mètres et plus, forcément, ils se reconnaissent aussi ont cette peur. Et ils ont cette peur parce qu'ils comprennent ce que c'est, parce qu'ils l'ont déjà vécu de moins haut. Toi, quand est-ce que tu t'es dit, tiens, j'arrête mon métier, parce qu'aujourd'hui, tu as arrêté ton métier que tu avais entre 2021 et 2024, et je vais vivre, être cliff jumper professionnel. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as décidé ça? En fait, en 2021, quand j'ai 3000 abonnés, je me dis, je fais ce que je kiffe, je partage ça. Peut-être qu'un jour, j'aurai des petits bonus grâce à ça. Je sais pas, une caméra gratuite, des habits, j'en sais rien. 2022, tu prends 100 000 abonnés. Là, il y a des marques qui commencent à venir vers toi d'elles-mêmes. Donc, tu te dis, cool, ça a marché. Donc là, j'avais des caméras gratos et tout. 6 mois après, j'ai un contrat rémunéré avec Insta360. Ensuite, ça continue de monter, donc j'ai d'autres marques. Finalement, pendant que je bossais chez eux, 2mètres commence aussi à m'aider à me sponsoriser. Ta propre entreprise, ouais. Ouais, exactement. Une entreprise familiale, donc tout le monde se connaît, super ambiance. Donc, tu vois, ça a été très facile de mettre ça en place aussi. Et ensuite, je génère de plus en plus de revenus via quelques sponsors signés sur du long terme. Et arrive un moment où juste avec les sponsors, je gagne plus qu'en tant que chef de produit, où je gagnais quand même déjà bien ma vie. Donc là, je me dis, à ce moment-là, j'avais 33 ans. Je me dis, bon, 33 ans, là, tu gagnes plus d'argent grâce à tes vidéos de sport extrême. Il y a un truc à faire. Si tu ne le tentes pas maintenant, tu ne le feras jamais. Et finalement, de pouvoir se mettre à temps plein là-dessus, ça upscale, donc ça continue de monter. Et pour le moment, ça se passe très bien. Et en plus de ça, à côté des sponsors, des fois, tu as des bonus comme la monétisation sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça, je sais que c'est des choses éphémères, donc qui peuvent disparaître d'un coup. Moi, ce que je voulais te demander, c'est quoi le quotidien d'un cliff jumper? Qu'est-ce que tu fais, on va dire, tous les jours? Parce qu'on voit tes vidéos, on suppose que tu ne passes pas tes journées à sauter. Explique-nous, est-ce qu'il y a de l'entraînement? Est-ce qu'il y a une partie où tu vas découvrir aussi
la France et même au-delà pour identifier des spots. Qu'est-ce que tu fais en fait de tes journées? Est-ce qu'il y a une saison pour les sauts? Bah, alors déjà la saison c'est plutôt de, on va dire, de avril à maintenant, quand il fait bon dehors et que l'eau commence à se réchauffer. Ensuite nous on va beaucoup marcher en trip. On va organiser des voyages par-ci par-là, plus ou moins longs. Des fois c'est un week-end, des fois c'est plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis des fois on va se regrouper dans un spot local à la journée parce qu'on habite tous à 1 heure de route d'un spot. Et donc on a des groupes sur WhatsApp, sur Instagram où on se tient au courant. Tiens, est-ce qu'il y en a qui veulent aller sauter là? Et on y va et on organise une session ensemble. On mesure la hauteur du saut, on regarde le fond, on met une personne en sécurité dans l'eau. Donc en fait c'est vraiment un sport qui se pratique à plusieurs. Il n'y en a qu'un qui saute, enfin en même temps, ou des fois on peut sauter à plusieurs, mais voilà, on s'entraide, on se filme entre nous, on se fait la sécurité. Et puis quand c'est des voyages, ça nécessite un peu de préparation, du repérage avant. Donc on va aller sur les réseaux, sur Google Maps, sur des cartes IGN pour repérer un peu tous les spots potentiels qu'il peut y avoir dans une zone. Puis on va aller explorer et des fois ça marche et des fois ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez de fond, c'est trop haut, il y a trop de gap, un trop gros saut en longueur à faire pour arriver dans l'eau, donc ça ferait que tu tombes sur les rochers, ou alors le saut il demande trop de précision. Donc voilà, il y a c'est aussi ce côté qui nous fait kiffer, c'est ce côté aventure et c'est une manière de voyager, de découvrir des endroits. Et comment on sait qu'un spot est bien pour du cliff jump? Comment on le sécurise aussi? C'est quoi les paramètres à prendre en compte? Un spot bien pour le cliff jump, c'est déjà une falaise, un pont, un bâtiment, quelque chose en hauteur. Ensuite, faut le mesurer. Donc, faut que la hauteur, elle corresponde à une hauteur que tu es capable de faire. Donc, soit quelque chose que tu as déjà fait, soit une hauteur un peu plus haute, mais pas trop. Parce que, en fait, en cliff jump, il faut y aller vraiment step by step en hauteur. Tu vas commencer au début à 2-3 mètres, tu vas monter de 2-3 mètres en 2-3 mètres. Et donc, si, je sais pas, ton plus haut saut c'est 20 mètres, tu vas pas aller faire 30 mètres d'un coup, parce que tu peux réussir, mais tu auras tout autant de chances à l'impact de te faire prendre comme un pantin dans l'eau, parce que tu n'auras pas développé le gainage nécessaire. Et donc, moi j'ai 10 ans d'athlète à haut niveau. Derrière moi, je me suis entraîné 2 fois par jour, j'ai fait énormément de musculation, de renforcement. Et derrière, j'ai fait beaucoup de spécifiques cliff jump, c'est-à-dire sauter, prendre l'impact. Donc, mon corps est prêt pour sauter de très haut. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, il va devoir construire tout ça. Donc, il va devoir prendre des impacts de plus en plus forts. Donc, en sautant de plus en plus haut, tu arrives de plus en plus vite. Pour être sûr que, je sais pas, à 10 mètres, s'il saute 10 fois, à chaque fois, il est bon. Avant de passer à 13 mètres, par exemple. Et aussi construire l'équilibre en l'air. Moi, comme j'ai dit, j'ai fait plein de sports différents. J'ai sauté depuis tout petit, donc l'équilibre, je l'ai construit très tôt. C'est très facile d'apprendre des mouvements jusqu'à 7-10 ans. Plus tu grandis, plus tu vieillis, plus ça va être dur de construire un mouvement rapidement. La concentration ne s'arrête pas quand tu sautes. Il y a aussi en l'air, il y a des choses à faire. Exactement, donc s'équilibrer pour arriver droit. Donc l'entrée à l'eau, c'est droit, le corps parfaitement vertical. Gainé. Voilà, placé pour encaisser le choc. Tu as d'autres manières, tu as aussi le dodge, où tu viens croire que tu vas faire un plat comme ça, et au dernier moment, tu te fermes pieds et poings liés. Ça permet, en liant pieds et poings, de protéger le torse, et tu mets la tête entre les poings pour protéger la tête. Il faut aussi du fond, un certain fond. Donc il faut aussi du fond. On se dit qu'avec 6 mètres de fond, tu peux sauter de n'importe quelle hauteur. Ah, ok. Ici, il y a 3,50 m de fond, donc normalement, c'est pas suffisant, mais disons que si tu vas à 6 mètres en allant tout droit, tu peux parcourir 6 mètres en faisant une banane, tu vois. Et du coup, finir à 3 mètres de fond, mais en une trajectoire comme ça, en courbe, sous l'eau, ce qui va te permettre de parcourir ta distance de 6 mètres, mais sur une parabole, et donc tu vas te retrouver à 3 mètres de fond, et donc tu vas pas toucher. Ou alors tu vas toucher très lentement, et comme ici, c'est un peu des petits graviers au fond, c'est pas grave si tu touches lentement. Et on a parlé du fond, mais tu as commencé à le dire, on est aussi accompagné, parce que sur les vidéos, des fois, on te voit tout seul, mais il y a quand même des gens qui sont là pour t'assurer. C'est ça. Alors, faut nuancer. Moi, je vais avoir le discours de dire tout le temps être à plusieurs, tout le temps avoir une sécurité dans l'eau, parce que si un saut se passe mal et que la personne perd conscience, au moins la safety, la sécurité dans l'eau, va pouvoir sortir la personne de l'eau, ça évite qu'elle se noie. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu continues à t'entraîner, à sauter, quand tu découvres un spot, à sauter à une hauteur
petite hauteur puis à augmenter? En fait, c'est quoi ton rythme de saut en fait? Chaque année, je vais sauter de avril à octobre. Je pourrais sauter toute l'année en voyageant dans l'hémisphère sud pendant notre hiver, c'est l'été là-bas. Mais moi, l'hiver, je fais du ski. Donc du coup, quand j'arrive en avril, je reprends un peu à zéro, bon, à mon niveau. Donc je vais réattaquer à 20 mètres et je vais pas faire tout de suite 30 mètres. Je vais faire quelques 20 mètres, des 24, 26, 27. Et pour réhabituer mon corps à l'impact. Parce que quand tu arrêtes pendant quelques mois le cliff jump, tu as besoin après de réhabituer ton corps, voilà, à prendre ses impacts, à ce mouvement spécifique, à contracter les muscles d'une certaine manière. Pardon. Donc l'équilibre, je l'ai toujours. Mais c'est vraiment cette vitesse d'entrée à l'eau qui peut être problématique. Si on saute de manière pas sécurisée, on risque quoi? Des graves blessures, voire parfois la mort? Déjà, si on a mal jaugé la hauteur, on n'a pas mesuré, on peut se retrouver arriver tellement vite dans l'eau qu'on n'encaisse pas l'impact. Donc là, on peut se faire une entorse du genou, donc ligament latéral interne, ligament croisé. Parce que tu arrives comme ça dans l'eau debout, tu arrives tellement vite que si tu ne tiens pas ton gainage, ça va t'écarter les jambes, ça va te les faire plier. Tu peux te retrouver en scorpion sous l'eau, donc tout cambré. Donc le corps n'est pas fait pour se plier dans ce sens-là, donc ça peut te tasser les vertèbres. Si tu n'es pas bien équilibré, que tu arrives assis, pareil, tu te prends une grosse fessée, ça peut aussi te tasser les vertèbres dans le bas du dos. Si tu n'arrives pas droit du tout, à plat, tu peux te perforer un poumon, tu peux perdre conscience, te noyer. Tu peux te péter des vertèbres et finir paraplégique, tétraplégique, et tu peux mourir à l'impact. Ouais, parce que dans un interview, tu disais, on met notre vie en jeu en sautant, un appui qui glisse, et on finit sur les cailloux. Bien sûr. Pareil, là, si tu as mal jaugé le point d'impulsion, le gap qui a passé pour arriver dans l'eau, donc le saut en longueur à faire, et que tu es trop court, tu arrives sur les cailloux. Moi, sur des sauts à 30 mètres, sur les cailloux, c'est pas juste un tibia péroné que je vais me péter, c'est je vais mourir, tout simplement. Donc, faut être très très précis là-dessus, connaître son corps, connaître ses capacités physiques. Si c'est un saut précision à faire et que tu n'es pas capable de doser au mètre près ton point d'atterrissage, c'est même pas la peine de se lancer parce que tu as toutes les chances d'arriver trop court, trop loin et pareil de finir sur les cailloux ou à droite, à gauche. Et si tu fais une figure, faut la commencer bas pour s'entraîner au timing et monter petit à petit. Si tu veux faire un double salto, un triple salto, il faut le décomposer. Par exemple, moi, quand j'ai fait mon double salto arrière, mon plus haut, c'est à 31 mètres. Je sais que c'est un premier salto sur 7-10 mètres et le deuxième sur les 23 mètres restants. Parce qu'avec l'accélération, le 23 mètres va se passer aussi vite que les 10 premiers mètres, voire même moins vite. Et ensuite, quand tu as construit toutes ces connaissances corporelles, de sensations, tu peux te lancer. Ouais. Et parce que sinon, tu arrives en surrotation, en sous-rotation et tu te prends un uppercut par l'eau dans la tête, tu t'assommes, tu te fais un coup du lapin, tu te fais, je sais pas, tu vois, ça peut être plein de trucs très graves. Hein. Ouais, parce que là, tu m'as dit, limite avec le sourire, je peux mourir. Est-ce que toi, tu as peur toujours? Est-ce que tu penses à la blessure, à la mort? Et j'ai tout le temps peur avant de sauter, mais c'est pas une peur qui me paralyse. Je suis pas là devant un public de 2000 personnes où j'ai jamais fait une conférence de ma vie et hop, tétanisé. Non, c'est quelque chose que je sais faire. Donc je suis conscient du danger, donc j'ai peur, mais c'est une peur qui me permet d'être focus, d'être concentré sur ce que j'ai à faire. Et au moment où on lance le décompte avant de sauter, où on dit 3, 2, 1 ou 5, 4, 3, 2, 1, c'est là, j'entre dans ma bulle, le plan est fait, il est réfléchi et j'ai plus qu'à l'exécuter. Tu t'es déjà blessé, toi, avec le cliff jump ou pas? Ouais, je me suis déjà blessé. J'ai eu 2 fois ligament latéral interne étiré parce qu'à l'impact, j'ai pas bien tenu le gainage et j'ai ma jambe qui est remontée un peu sur le côté, ça m'a étiré le genou. Donc ça, c'est un mois et demi de repos. Et la plus grosse blessure que j'ai eue, c'est j'ai fait un plat d'eau à 31 mètres. Donc là, je faisais un salto arrière. C'est une figure que j'avais fait à 35 mètres dans l'été. J'avais fait plein de fois entre 25 et 30 mètres que je maîtrisais le timing, je maîtrisais l'action de le lancer parfaitement. Sauf que ce jour-là, quand je faisais mes visualisations, mes mimes, j'avais pas les mêmes sensations que d'habitude. J'avais été à 31 mètres et j'avais cette petite peur de partir en surrotation, de trop en mettre, je sais pas pourquoi. Et au lieu de refaire une préparation à 20 mètres en dessous pour me remettre le mouvement en tête, j'y suis allé direct en me disant non mais Jérém, tu sais faire, tu l'as fait plein de fois,
Et puis je voulais pas perdre trop d'énergie, l'eau était froide, voilà. Et donc excès de confiance, j'y vais. Et là, peur de trop tourner, tu fais l'inverse, j'en mets pas assez. Je me suis retrouvé en banane en l'air sans rotation. J'ai essayé de me retourner et au final, j'ai fait plat d'eau. J'avais 3 potes dans l'eau en safety. À l'impact, j'ai vu un peu canal, genre un peu brouillé quand t'as pas l'abonnement. Et sous l'eau, j'étais conscient, donc je me suis analysé, parce que je savais que j'avais pris un impact que tu dois pas prendre. Donc j'essayais de sentir si j'avais pas un organe qui avait pété, des saignements, quelque chose. Je pouvais bouger tous mes membres, j'avais pas de douleur. Donc j'arrive à la surface, je fais à mes potes, ok ça va, parce qu'ils étaient en panique totale forcément. Tu vois ton pote arriver de 31 mètres, bam, à plat d'eau dans l'eau, tu fais pas le fier, tu fais pas le malin. Donc je leur dis ça va, et là j'étais conscient que peut-être dans les 5 secondes, s'il faut, je tombe dans les pommes. Quand tu as pris un choc comme ça, c'est pas forcément sous le coup, ça peut être après. J'arrivais à respirer, donc je leur dis on nage là-bas, on va sortir. Donc ils me suivent, je me mets debout, tout va bien. Il y a un pote qui m'accompagne pour remonter avec moi en haut, et là je me pose. Et c'est quelques heures après que j'ai des contusions qui ont grossi, donc là ça te fait comme des boules de sang dans le corps. Et quand ça a grossi, au moindre mouvement, ça appuie dessus, et là ça fait super mal. C'était où ça? C'était en Suisse, dans le Tessin, sur un pont très connu qui est un peu un pont légendaire dans le monde du cliff jump. Et je l'ai refait plusieurs fois depuis, ce pont d'ailleurs. Et du coup, on est allé à l'hôpital, on a fait des examens aux urgences. J'avais aucun organe de toucher, j'avais juste ces contusions, j'en avais 6, dont une en bas de chaque poumon. Donc ça, fallait surveiller, j'ai eu des antibiotiques pour pas que ça s'infecte. Et 2 semaines après, j'étais à 100%, et même 1 semaine après, je pouvais déjà faire un peu de sport. D'où l'importance peut-être de savoir dire non aussi quand on sent au fond de soi que le corps répond pas, même si le spot est magnifique. C'est important aussi de se connaître. Exactement, ouais. Et ce jour-là, comme j'ai dit, j'ai fait un excès de confiance, et il y a d'autres jours où j'ai été capable de renoncer. Mais généralement, quand j'arrive sur un spot, j'ai déjà un peu mes plans en tête. Et j'ai déjà eu le temps de mentaliser, de faire de la visualisation, de travailler tout ça. Donc je fais rarement un refus. Ou alors je fais pas la figure prévue, je fais juste un saut droit. Et moi quand j'y vais pas, c'est que soit c'est trop haut, soit le saut est humainement pas possible. Un saut en longueur trop long à faire pour arriver dans l'eau, un saut qui demande trop de précision. Voilà, sinon ça m'arrive jamais de pas sauter. T'es plus dans l'optique, rebrousser chemin, c'est la honte. T'es passé au-dessus de ça. Ouais. Non, faut... Dans les sports extrêmes, il faut savoir mettre sa fierté de côté, parce que c'est quelque chose de très dangereux. Moi j'ai vu des accidents comme ça par fierté, des gens qui n'ont jamais sauté, un groupe de 4 personnes, les 3 premiers à l'aise sautent, le dernier il a un peu plus peur, il se fait chambrer, hop, fierté en jeu, il y va. Et en l'air, il se retrouve en arrière, boum, il tombe assis, hop, hélicoptère. Et tu parlais de gap. Sur tes vidéos, on te voit souvent balancer les jambes en l'air. Est-ce que toi, Jérémy Nicolin, tu as un style de cliff jump en particulier? En fait, vu que je viens de l'athlé, c'est sûr que j'ai ce truc où je saute en l'air et je fais des ciseaux, je continue à courir. J'ai un peu transposé ça au cliff jump, à pas forcément faire les figures les plus techniques, mais à faire des sauts en nature où je suis capable de m'adapter à n'importe quelle disposition de saut tant que c'est humainement possible. Et donc vu que j'ai grandi en faisant ces sauts avec des challenges de passer par-dessus un obstacle, d'être précis, en le poussant, en sautant de plus en plus haut, j'ai gardé cet aspect là et je me suis posé des challenges, et mon expérience m'a permis de connaître mon corps, d'être capable de sauter loin, d'être capable de doser en longueur pour atterrir dans une zone précise, et voilà. Et puis parce que aussi j'aime ces sauts, tout simplement, je les fais. Est-ce qu'il y a une routine? Est-ce que tu as une routine avant de sauter? Juste en haut, je lance des pierres, j'essaie de visualiser mon saut. Là, tu lances souvent en cailloux, on voit sur les vidéos. En fait, les cailloux, ça permet de faire plusieurs choses. Déjà, quand l'eau est dans un lac, des fois, l'eau est très plate, il n'y a pas de vent, ça fait un peu miroir, tu as du mal à voir où est la surface. Ça le fait souvent en piscine. Donc là, soit la personne en safety fait des petites vagues, des splashs pour bien voir où est la surface, soit on lance un bon caillou avant, ça fait un splash, ça fait un peu de mousse, des vagues, et du coup on peut la voir. Ça permet aussi de montrer à la personne en sécurité où on va sauter, où on va atterrir, pour qu'elle puisse se placer. Ça évite de lui atterrir dessus bêtement. Ça permet aussi de voir la trajectoire de notre saut. Des fois, quand c'est des canyons, des endroits un peu serrés,
ben, avec un point d'impulsion qui n'est pas forcément à plat, ça peut être trompeur. Donc de jeter un caillou, ça permet d'être sûr d'aller de où on va, de voir où on va. Et du coup d'être précis s'il faut. Et ça permet aussi, quand tu prends un bon caillou, donc par exemple, hop, tu prends un caillou comme ça, tu vois, il est assez gros, il n'est pas plat, il est un minimum lourd, il va tomber à la même vitesse que toi. Donc il va passer autant de temps que toi en l'air, alors que un caillou un peu plus léger comme ça, il risque de se faire freiner par le vent. Là-dessus, les freinements de l'air ne seront pas significatifs. Donc il va tomber comme toi, et donc tu vas pouvoir, en même temps que tu lances le caillou, visualiser ton saut. Donc notamment, c'est bien pour les figures, pour le timing, tu vois, pour mentaliser tout ça. C'est précis. Et une fois que tu t'élances dans ta tête, c'est le vide ou tu te remets un peu les étapes que tu devras faire en sautant? Bah, avant de lancer le décompte, je visualise tout, je me remémore le saut, et ensuite c'est boum, je lance le décompte. Là, c'est le vide est fait instantanément, je suis concentré, focus, et j'ai plus qu'à faire le plan, quoi. Bon, j'ai des questions précises courtes. J'attends de toi aussi des réponses précises et succinctes. Allez. Ton saut le plus fou, dont tu te souviens le plus particulièrement, que tu as le plus kiffé? J'ai le droit d'en dire plusieurs. Tu peux en dire deux, elle. Deux, en fait, je voulais en dire quatre. Enfin, ouais, ok, 4. Mais rapidement. Ok, 4. Le premier, c'est ici, un peu plus haut dans le canyon. Il y avait un 25 mètres où il fallait être ultra précis. Il y avait 3 mètres de large sur 4 mètres de long. Donc là, tu peux facilement tomber sur les rochers. Donc ça, ultra challengeant. Le deuxième, c'était 300 mètres sous terre au Pays de Galles. Il y avait 27 mètres de haut avec plus de 10 mètres de gap, éclairé avec des frontales, donc tu vois pas grand chose. Donc ça, c'était un souvenir de fou. Le fameux saut, il y a eu 265 millions de vues. Exactement. C'est ça, le saut qui a fait le plus de vues sur mes réseaux. Ensuite, l'an dernier à La Réunion, j'ai fait un saut où je cours sur un pont, je prends appui sur une barrière et je passe par-dessus un gap à 34 mètres de haut. C'était peut-être le gap, un des gaps les plus dangereux, parce que là, si tu glisses sur la barrière, c'est quand même quelque chose qui peut arriver vite. Tu es sur les rochers, tu meurs. Et récemment, là, il y a quelques jours, j'ai fait un gainer, donc c'est un salto arrière vers l'avant depuis une montgolfière. Et le problème, c'est qu'il y avait des thermiques, donc elle montait à 5 mètres secondes. Et j'avais prévu 25, et en fait, je me suis retrouvé à 36 mètres de haut au moment de lancer, et j'ai réussi à gérer ça heureusement. Et du coup, c'était mon plus haut saut en gainer. Donc là, pareil, assez bancal, mais un souvenir de fou. Au contraire, le saut le plus dangereux, peut-être que tu as regretté après ou tu as eu peur? Bah vraiment, en vrai, le 36 mètres là, de la montgolfière en l'air, quand je me suis retrouvé avec 20 mètres de gaz au moment où je regarde l'eau au lieu de 10 mètres, je me suis dit, oula, là, il y a un problème, et en l'air, je faisais pas le malin. Alors que tous les autres sauts très dangereux, finalement, à partir du moment où j'ai impulsé, je savais que c'était bon. Alors que là, en l'air, il y a eu encore le suspense jusqu'au moment de l'impact pour savoir si j'allais arriver à suffisamment droit ou pas. Et enfin, dis-nous quelques mots sur ton record actuel, 47 mètres à La Réunion. 47 mètres, c'était à La Réunion, donc c'est 3 secondes 10 de temps passé en l'air, c'est 109,3 km/h de vitesse d'entrée à l'eau à l'impact, donc il faut être ultra gainé. Là, la moindre erreur à l'impact, c'est comme un pantin sous l'eau et c'est la blessure grave. Et c'était un spot incroyable, bassin Chaudron, cascade Chaudron sur l'île de La Réunion. Malheureusement, c'est aussi un spot interdit parce qu'il y a beaucoup d'éboulements et trop de risques d'accident si on emmène trop de touristes là-bas. Mais t'aimes quand même revenir ici? Est-ce qu'on peut dire que le Jura, c'est une bonne région pour le cliff jumping? Oui, carrément. Ouais. Il y a des canyons, des cascades magnifiques, il y a le lac de Vouglan. On trouve toujours des super spots. Et chaque année, j'arrive à en retrouver un nouveau, quelque chose que j'ai pas encore fait. Donc non, le Jura, c'est un super endroit pour ça. Ouais. Et question plus technique, tu l'as dit avant, comment tu fais pour te filmer, pour que la caméra suive ton saut? Tu disais que tu avais un truc dans la bouche, mais c'est quoi? Ouais, en fait, moi, j'ai un peu amené ce côté-là d'embarquer les gens avec moi. J'étais le premier à le faire, en fait, en cliff jump. Donc, je prends une attache qui se met dans la bouche avec un petit caoutchouc, c'est fait exprès. Et j'ai la caméra attachée devant et en fait, elle filme ce que je vois, quoi. C'est comme si les gens étaient à la place de mes yeux. Et le corps, à l'entrée à l'eau, ouvre la voie. Donc, du coup, j'ai pas de tension dans les dents. Bah oui, c'est-à-dire ça peut te faire mal, non? Et même si je fais une erreur, que j'ai un peu de tension, l'attache est en plastique et elle pète. Donc du coup, je pète pas mal d'attaches d'ailleurs.
Mais c'est comme ça. Le jeu en vaut la chandelle. Et du coup, j'ai jamais eu de problème à la mâchoire en cliff jump. Et le deuxième, c'est je lance une caméra. Moi, je travaille avec Insta360. Ils font des caméras qui filment à 360 degrés. Et en fait, je l'attache à une perche flottante qui est invisible en l'air au rendu. Et derrière, je choisis du coup où je veux que ça regarde quand je viens éditer la vidéo sur mon ordi. Donc du coup, ça fait comme si on sautait à côté de moi pendant le saut. J'embarque les gens dans le saut. Et tu l'as dit, aujourd'hui, tu vis de ça. Donc les sponsors, les revenus tirés des vues de tes vidéos, que ce soit Instagram ou Facebook. Question tabou ou pas, est-ce que tu gagnes bien ta vie? Un cliff jumper, par exemple, toi, qu'est-ce que ça représente par mois? Alors, je ne veux pas envoyer du rêve. Moi, je gagne bien ma vie. Il n'y a pas de souci. Mais on est peut-être 2 ou 3 à gagner bien notre vie en France via ce sport. On est 2 vraiment via nos performances en tant qu'athlètes. Et il y en a 1, voire 2 autres qui gagnent aussi leur vie comme ça, mais plus par leurs compétences techniques de filmmaker. Ils sont filmmakers professionnels et ils ont des contrats via les vidéos de cliff qui génèrent des vues, mais aussi des prestations à côté en tant que professionnel beaucoup plus poussées. Et donc moi, mon business plan, c'est les sponsors. J'ai signé sur X années avec des sponsors et je sais que ça me suffit à bien vivre. Okay. Et tout ce qui est vu, monétisation via le nombre de vues, déjà sur Instagram, il n'y en a pas. C'est que Facebook et YouTube. Ça, je le prends plus comme un bonus, comme quelque chose qui va et vient. Justement, tu n'as pas peur, avec tes presque 1 million d'abonnés, tu dois en avoir une vie d'aventure, des endroits magnifiques. Est-ce que tu n'as pas peur de peut-être donner une façade un peu éloignée de la réalité, donner un mauvais exemple avec des gens qui essaieront de reproduire ce que tu fais et par exemple qui se blesseront? À un moment donné, pareil, on est dans un monde où dès qu'on fait mal quelque chose, on va vite chercher une excuse ailleurs. À un moment donné, moi, je montre ce que je fais. J'encourage les gens à aller réaliser leurs rêves, à faire les choses, mais je les oblige jamais à faire un saut. À partir du moment où ils vont sur un endroit et qu'ils sautent, c'est eux, c'est pas moi. Moi, je montre juste que c'est possible et j'essaye de montrer comment on le fait de la bonne manière. D'ailleurs, je paye des agents de relations presse pour être présent dans les médias, avoir de la visibilité. Ça me sert moi à avoir des sponsors aussi, à être plus visible, mais j'en profite pour de la prévention, comment le faire correctement. Donc, comme j'ai dit, mesurer la hauteur du saut, regarder le fond, y aller step by step en hauteur, s'entraîner, avoir une safety dans l'eau, voilà, gérer tous les paramètres et mettre la fierté de côté, faire ce sport parce qu'on kiffe, parce que pour le plaisir et pas pour les vues. Et moi, mon but principal, c'est de me challenger, de repousser les limites, de voyager, mais j'ai envie de pouvoir, après chaque saut, en refaire un. Donc, c'est de ne pas me blesser. Et donc, je ne vais pas faire des trucs débiles, comme malheureusement beaucoup en font. Et je pense que c'est plus eux qu'il faudrait remettre en cause quand il y a un accident. Mais voilà, encore une fois, j'en appelle au bon sens des gens à chaque fois, de savoir se jauger, de faire les choses correctement et d'assumer quand ils font quelque chose. Et certains commentaires que j'ai vus en dessous de tes vidéos en disant oh, il risque sa vie pour des vues, oh, donne-nous le chiffre des accidents. Ça t'impacte pas? Tu les lis pas? Bon, non, enfin, au début un peu, maintenant plus. Mais en même temps, ils ont raison. Je risque ma vie pour des vues, c'est vrai. Parce que si je fais pas de vues, j'ai pas de sponsor. Donc il y a quand même un jeu, tu vois. Mais moi, j'ai trouvé mon équilibre entre l'enjeu professionnel et la pression liée à tout ça et mon plaisir. Pourquoi je le fais. Et donc, à aucun moment, je me dis, putain, ce saut, je l'ai fait, j'aurais pas dû, c'était juste pour les vues. Non, à chaque fois, je kiffe et ça reste au centre du village, au centre de mes motivations. Et tu as parlé des visuels, des vues. Est-ce que tu n'as pas peur de rentrer dans une logique de création et de perdre un peu en authenticité? À se dire, je dois produire. Justement, peut-être te mettre en danger un moment ou... Non, comme je viens de le dire, à chaque saut, j'ai du plaisir. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore franchi cette limite de j'ai fait un saut parce que je dois faire du contenu, parce que je dois créer, parce que je dois faire des vues. C'est tout le temps dans ma tête. Je réfléchis mes sauts pour que ça soit beau et tout, en vidéo, et impressionnant. Mais c'est aussi ce que moi je kiffe. Moi, j'ai de la fierté, du plaisir à me dire j'ai fait une belle vidéo, j'ai réussi un beau saut, j'ai eu les sensations que je voulais en l'air. On arrive sur mes dernières questions.
Toi, qu'est-ce qui te pousse à continuer, à toujours chercher plus haut? Moi, ce qui me pousse à continuer, c'est juste le plaisir, le fait de partager ça aussi avec des potes, parce qu'on est toujours ensemble. Tous les gens qu'on rencontre dans les sessions de cliff jump, dans les voyages, on devient potes. Là, dans fin du mois, je vais partir pendant 4 semaines à La Réunion. On va être une dizaine de cliff jumpers à se retrouver là-bas, à aller explorer, à chercher de nouveaux spots. On va revoir, parce que j'y suis allé l'an dernier, la communauté réunionnaise de cliff jump, qui kiffe quand on vient parce que ça met de l'ambiance et qui nous montre les spots, qui nous fait découvrir. Donc voilà, c'est ça qui motive. Dire, moi j'ai un super job, je suis dehors, je ne suis pas dans un bureau. Alors ok, c'est de la pression parce que je ne suis pas en CDI. Si je me blesse gravement, ça pourrait s'arrêter à tout moment. J'ai la pression de continuer à être performant, visible, faire des vues. Mais j'y trouve tellement de plaisir que je suis motivé et je continue. Et ta famille à côté, ton papa, ta maman, tes proches, quand ils te voient sauter avec des risques, comment ils vivent? Comment ils vivent ça? Ils voient que je fais pas ça bêtement. Justement, ils voient que je vais pas sauter pour les vues dans une piscine dégueulasse ou un truc complètement bête. Donc ils voient que je fais ça de la bonne manière et forcément ils ont un peu de stress, hein, c'est normal, mais ils respectent et puis voilà, eux ils ont fait du sport, ils savent ce que c'est, ils comprennent la démarche. Comment tu te projettes pour la suite? Parce que je te dis ça car je suppose on peut pas être cliff jumper pendant 50 ans, le corps à un moment a moins de muscles. Est-ce que l'après tu y penses? Est-ce que ça te stresse ou pas? Forcément j'ai un petit stress lié à ça, je sais que je vais pas pouvoir faire des performances qui génèrent des millions de vues toute ma vie. Après il y a toujours peut-être un moyen, même en vieillissant, de continuer et de trouver une nouvelle approche. Mais non, j'ai d'autres idées pour créer des revenus. Ça peut être notamment via des conférences. Tu as des expériences à partager et des parallèles à faire pour inspirer les gens, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans la vie de tous les jours. Donc ça, il y a des gens qui sont demandeurs de ça et c'est un côté que j'ai envie de développer. Et là, on va rester sur les objectifs, toujours dans le cliff jump. On parle beaucoup de ce record, ce fameux record de cliff jump de 60 mètres. Toi, c'est ton but? Déjà, j'ai envie de voir jusqu'où je peux monter. Peut-être qu'à 50 mètres, je vais m'arrêter parce que j'y trouverai ma limite. Aujourd'hui, pour le moment, j'ai fait 47 mètres. Mais je me dis aussi que en partageant mon expérience, j'ai envie de faire un documentaire par rapport à tout ce projet. Je me dis, je peux montrer qu'on peut faire un truc de fou furieux, c'est-à-dire un saut à 60 mètres, entrer à quasi 124 km/h dans l'eau, et le faire en écartant le plus possible les dangers et de la meilleure manière possible et de réussir. Ouais. Et donc déjà de montrer que le cliff jump, on n'est pas juste des têtes brûlées qui prenons des risques inconsidérés, qu'on le fait parce qu'on kiffe ça, on a envie et que tout est mesuré. Et aussi que dans la vie aujourd'hui, on peut faire des trucs dangereux, des trucs de fou, mais tant que c'est bien fait, bien cadré, quoi. Et arrêtons d'avoir peur de tout le temps, quoi. Est-ce que toi, tu es fier du chemin parcouru? Ouais, je suis fier. Alors j'ai fait plein d'erreurs. Je veux dire, quand tu as déjà 8 opérations dans ton corps, c'est que tu as fait des erreurs dans le parcours, que ce soit en ski, en athlétisme et même en cliff jump. Mais bon, c'est aussi ça qui m'a construit, qui a fait qui je suis aujourd'hui et qui me permet peut-être de faire les choses d'une meilleure manière et de pouvoir aussi conseiller d'autres qui ont moins d'expérience. Ouais. Bon, Jérémy, c'est la fin de cette interview. Merci d'avoir répondu à mes nombreuses questions. Merci de nous avoir fait rentrer dans ton univers, de nous avoir parlé de ta passion. On espère de tout cœur que tu battras ce record en toute sécurité, bien entendu. C'est sûr. Et que tu vivras des tas d'autres aventures dans le cliff jump ou ailleurs. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un plaisir et un grand plaisir de vous faire découvrir aussi un des spots locaux de chez moi. Parfait. Merci à toi.